252 jours, 19 pays, 21 Grands Prix, 993 tours, plus de 6103 km de bitume avalé. Et tout cela n'a pas permis de départager Lewis Hamilton et Max Verstappen qui vont arriver au dernier Grand Prix avec le même nombre de points au classement général ce week-end. Alors, qui va sortir grand vainqueur de ce duel qui a fait littéralement vibrer tous les passionnés de Formule 1? Vous écoutez Arrêt au stand présenté par Maxime et Gaspard. C'est parti. Oh, il y a un gros crâne derrière. Oh là là, mon Dieu, l'accident de la Haas qui a pris feu. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Oh, l'accident. Oh là là, terrible accident pour Verstappen. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Alors, pour ce premier épisode, on reçoit Lucas Vinoy. Salut Lucas. Dans un premier temps, je vais t'expliquer un peu le déroulé de l'émission. On va parler de toi, donc de tes études, ton début de carrière chez RMC, maintenant ton métier chez Alpine et le rôle que tu as là-bas. Ensuite, on fera une rétrospective de l'année et on débriefera cette année exceptionnelle de Formule 1. Et enfin, si ça te va, on finira par des petites questions-réponses assez rapides. Ok. Donc, je te laisse te présenter. Écoutez les gars, moi je suis un fan de F1 comme beaucoup de personnes dans le monde, donc ça, pas de singularité là-dessus, mais je viens d'une famille qui a toujours eu une appétence pour le sport automobile, notamment les 24 heures du Mans, parce que toute une partie de ma famille vient du Mans. Et donc voilà, j'ai été initié très rapidement au sport automobile avec un père qui travaille donc dans l'automobile, un fan de Formule 1 également. Et c'est vrai qu'au gré de rencontres et puis du temps qui passe, je me suis retrouvé à être référent sport mécanique chez RMC et donc à couvrir sur place la saison du championnat du monde de Formule 1. Et pas que, je faisais un petit peu de moto aussi, je faisais un petit peu de rallye quand le calendrier de Formule 1 qui est très 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 fourni me laissait un petit peu de temps libre. Et puis il a été temps aussi après un moment de changer de crèmerie. Et donc je suis passé de l'autre côté de la barrière et aujourd'hui en tant que press officer, en tant qu'attaché de presse, je m'occupe des activités de l'Alpine Academy, du WEC, donc Alpine Endurance Team, et de la compétition client et de l'e-sport, discipline comme vous le savez, qui est en train de grossir à vue d'œil. Ouais, le e-sport, ça a vachement pop-up, si je puis dire, depuis avec le Covid. Charles Leclerc et tout, on les a vus s'affronter chez eux. C'était quand même assez drôle. C'est Euh, aussi toi, permis, alors, c'est aussi ce qui a permis aux fans de continuer à s'intéresser à la Formule 1 pendant le Covid parce que pendant plus de 6 mois, il n'y a pas eu de course et on pouvait suivre les courses Albon, Leclerc avec Russell et tout qui se tiraient la bourre derrière leur console. Donc ça a à continuer d'intéresser un peu les fans, quoi. George Russell qui est excellent en e-sport, il a absolument atomisé la concurrence lorsqu'il y a eu toutes ces courses là au moment où malheureusement le monde était un petit peu à l'arrêt. Même sur Williams. Oui, mais tu sais, les performances des voitures sont égales. Donc c'est pour ça aussi que l'e-sport est si serré. Et puis ouais, chez Alpine, on a une écurie, Alpine eSports Team, qui est une super écurie. On essaie de développer ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Et puis c'est vrai qu'en 2/10, tu peux avoir 15 voitures, quoi. Ce qui est complètement hallucinant et qui n'existe pas dans la vraie vie. ok. Pour revenir à toi, toi, tu as fait une école de journalisme ou qu'est-ce que tu as fait comme étude après le bac? Écoute, moi j'ai fait 3 ans de licence d'histoire en histoire contemporaine et des médias parce que je savais que je voulais m'orienter vers certaines écoles de journalisme. Donc voilà, j'avais une formation qui était très très orientée médias, études des médias, comment ça fonctionne, des études, des analyses, la construction de la mémoire, bref, sur les discours et les récits énormément. Et puis j'ai fait une école de journalisme à Paris, dans le 13e à Tolbiac, le SJ Paris. Et en fait, moi je travaillais tout le temps en parallèle de mes études de journaliste. Je travaillais pour TF1, pour automoto.fr. Avant, je travaillais pour le blog auto quand j'étais en licence d'histoire. Donc en fait, j'ai toujours eu en quelque sorte le pied à l'étrier. Et après, au moins un en tout cas. Et puis j'ai fait beaucoup de stages, hein, vous la connaissez, la musique, hein, c'est faire beaucoup de stages, rencontrer beaucoup de monde. Et puis j'ai commencé à piger pour RMC grâce à Christophe Cessieux, qui était mon prof de radio à l'époque. Je me destinais d'ailleurs plus à la presse écrite.
Et un jour, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je lui ai dit je sais pas, la presse écrite, j'aime bien. Il m'a dit non, tu feras jamais de la presse écrite, toi, tu vas faire de la radio en fait. Et donc, il m'a proposé un stage chez RMC et j'ai eu de la chance parce qu'à l'issue du stage, j'avais un deuxième stage de fin d'études à Tennis Magazine à l'époque. Et en fait, à l'issue de ce stage à Tennis Magazine, RMC, j'étais pigiste à l'époque pour eux, donc je travaillais 7 jours sur 7, 5 jours à Tennis Magazine en stage de fin d'études et le week-end à RMC, je pigeais, je faisais des matchs, je faisais des reportages, voilà, je faisais plein de petits trucs. Et ils m'ont proposé un contrat à la sortie de mon stage de fin d'études. Donc en fait, j'ai pas du tout connu de période de carence. J'ai terminé mon stage le 15 décembre et j'ai été embauché le 18, quoi. Et comment tu t'es retrouvé du coup ensuite à passer donc du monde des médias, du journalisme sportif et radio, à passer chez Alpine? Écoute, encore une fois, les rencontres, les connexions, les personnes avec qui tu t'entends bien, il faut savoir que la Formule 1, ça fonctionne véritablement comme une vraie famille. C'est un peu une énorme colonie de travail, pas de vacances. Les gens, tu les vois, c'est toujours les mêmes sur les paddocks, quoi. Donc forcément, tu crées des liens d'amitié ou d'affection ou de connaissances professionnelles. Et moi, je me suis retrouvé à avoir des connexions chez Renault Sport à l'époque. Et puis, on m'a proposé ce travail. Donc, dans un premier temps, je ne savais pas trop quoi répondre. Et puis, finalement, à un moment, il est venu le temps de sauter le pas. Et j'ai sauté le pas. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Renault Sport, qui est devenu Alpine à partir de 2021. Ok. Du coup, si on s'intéresse à ton écurie, comment tu la juges, toi, l'évolution depuis ces dernières années chez Renault, qui est maintenant Alpine? Bah écoute, c'est un process qui est particulier parce que si tu veux, aujourd'hui, Renault à l'époque n'avait pas les mêmes moyens que Mercedes, que Red Bull et tout ça. Donc c'était essayer de faire mieux avec moins. Donc ouais, c'était une équation qui était pas évidente, mais qui a bien fonctionné parce que il y a eu des podiums. Daniel a tourné autour du podium et est même monté plusieurs fois sur le podium. Esteban, pareil. Et puis avec Alpine, c'est Alpine, c'est le bras armé sportif du groupe Renault et une volonté de faire connaître la marque parce que la Formule 1, comme vous le savez, c'est une plateforme marketing absolument exceptionnelle, peut-être la plus puissante au monde. Donc je parle dans le sport. Donc comment je le juge? C'est une première saison pour Alpine. C'est une belle saison parce que on a quand même remporté une course. Fernando est monté sur le podium au Qatar. Donc c'est quand même pour une première saison pour Alpine, c'est très bien. Après, on veut toujours un petit peu plus, mais ça on verra en 2022 parce qu'avec le changement total et la refonte du règlement, plus le budget de cap, on espère pouvoir être en mesure de jouer devant. Je pense que t'en penses quoi, toi, de ce budget de cap, justement? Si je dis pas de bêtises, il est fixé à 175 millions maintenant? Ouais, alors ça dépend si tu parles en euros ou en dollars. C'est toujours mais en tout cas, il va baisser au fur et à mesure du temps. Il faut retenir du budget de cap, c'est que le but c'est de garantir une espèce de convergence aussi des performances avec des écuries qui ne peuvent pas dépenser sans compter, et qu'on ait des écarts qui sont trop importants parce que en fait le schéma il est très simple. Demain, si tu as 250 millions, tu peux faire 250 dessins. Et donc, tu as 250 fois plus de chances que le mec qui a 1 million et qui fait un dessin de trouver la bonne solution. Alors évidemment, c'est pas dans ces proportions-là, mais il faut le voir comme ça. Donc, moi, tout ce qui permet de garantir plus d'équité dans le sport, je pense qu'on va, si tu veux, dans la bonne direction. Et je pense qu'aujourd'hui, dépenser des sommes qui sont pharaoniques, ça n'a plus de sens dans le monde dans lequel on vit, avec le Covid, avec la moitié de la planète qui souffre et qui vit dans des conditions extrêmement difficiles à cause du réchauffement climatique et tout ça. C'est indécent, si tu veux, les sommes qui étaient dépensées à l'époque par les plus gros teams. Donc moi, je pense que ça va dans le bon sens et ça se matérialisera tôt ou tard sur la piste. Donc ça, c'est chouette. Est-ce que tu insinues que ce budget de cap, c'est pour un peu redorer l'image de la Formule 1 et de dire, grosso modo, regardez, on fait attention quand même et on dépense pas à foison. Alors je pense que le premier objectif du budget de cap, c'est pas celui-là. Le premier objectif du budget de cap, c'est de garantir plus de batailles en piste via plus d'équité et via des monoplaces qui finalement en termes de performance sont relativement proches. Après, évidemment que la deuxième étape, c'est qu'en effet,
moins tu dépenses d'argent, plus en tout cas ta dépense est cohérente, mieux c'est. Oui, c'est sûr que ça ne peut pas faire de mal à ton image, ça c'est clair. T'en penses quoi, toi, Gaspard? Bah moi, je trouve que si ça peut permettre plus de batailles en piste, c'est toujours intéressant. C'est vrai que moi, cette année, d'ailleurs, on va vite en parler. La bataille entre Verstappen et Hamilton a été incroyable et du coup, ça nous a tenu en haleine toute la saison. Et c'est vrai que, enfin, moi, en tout cas, les dernières saisons de Formule 1, c'est vrai que je regardais pas forcément tous les grands prix parce qu'en gros, on se disait, bon, bah, de toute façon, c'est encore Hamilton qui va gagner, il y aura moins d'enjeux. Et c'est vrai que si ça peut ramener un peu de bataille sur la piste, au moins pour le spectacle, moi, je trouve que ça peut être une bonne chose. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis d'accord avec Gaspard dans le sens où ces deux, trois dernières années, la F1, la F1, ça stagnait un peu parce que au niveau de la manière dont on la voyait, parce que bon, c'était entre guillemets tout le temps la même chose. Je sais pas ce que toi t'en penses, Lucas. Bah, dans l'histoire de la Formule 1, il y a toujours eu des écuries qui ont dominé outrageusement les autres. C'est-à-dire que cette espèce de nostalgie qui consiste à dire qu'à l'époque, tout était plus serré, c'est faux. C'est faux parce qu'il y a eu quelques saisons extrêmement serrées, comme en 82, quand Keke Rosberg est champion. Il y a, je crois, 8 vainqueurs différents. Donc, oui, si tu veux, il y a eu des saisons très disputées dans l'histoire du sport automobile. Mais globalement, il y a toujours eu des ères de domination. Qu'elles soient de McLaren, à l'époque de Prost et Senna, qu'elle soit de Ferrari à l'époque de Schumacher, qu'elle soit de Vettel à l'époque de Red Bull, qu'elle soit d'Hamilton maintenant à l'époque Mercedes, il y a toujours eu des moments où une voiture était plus en avance que les autres et donc l'un des deux pilotes s'imposait relativement souvent. Donc oui, je pense que c'est bien de garantir plus de convergence, mais je pense que c'est faux de dire que la F1 c'était mieux avant et qu'il y avait plus de batailles en piste. Bon, en tout cas, cette année des batailles en piste, il y en a eu, notamment entre Hamilton et Verstappen. Euh, Déjà, toi, avant de revenir globalement sur cette année qui est déjà historique, euh, t'en as pensé quoi de ce dernier Grand Prix? Le Grand Prix du Qatar, ce qui s'est passé. Écoute, aujourd'hui, tu as deux pilotes qui sont prêts à tout pour aller chercher le titre de champion du monde. Il y en a un qui est 7 fois champion du monde, et il y en a un qui ne l'est pas encore et qui rêve de le devenir. Euh, je pense que il est nécessaire de garantir les règles du sport automobile, ou en tout cas de les faire appliquer. Il y a eu un peu la cacophonie, etc. Là, au Qatar, c'était un petit peu étonnant. Maintenant, la règle, c'est que tu n'as pas le droit de dépasser hors piste. La règle, c'est que tu n'as pas le droit de ne pas prendre ton virage et de forcer l'autre à aller au-delà. Donc, les pénalités, elles m'ont paru plutôt justes, si tu veux. Là où j'ai pas trop compris, c'est que je comprends pas, par exemple, que Bottas qui bloque Verstappen sous safety car, là, il n'y ait pas d'enquête. Ouais, ça me gêne plus. Maintenant, pour être tout à fait honnête, le fait que Verstappen ait été pénalisé, ça me choque pas et j'ai envie de te dire, de toute façon, Hamilton serait passé. Les pneus de Verstappen étaient trop dégradés et en plus, bon, vous l'avez vu comme moi, il a pris une valise une fois qu'Hamilton est passé. Enfin, il pouvait pas rester collé. Donc, non, pour moi, les décisions qui ont été prises sont les bonnes et voilà. Et puis c'est bien quoi. Enfin, deux pilotes égalité à l'aube de la dernière course, c'est quand même super chouette. Et justement, par rapport à ça, par rapport à cette rivalité hyper importante entre Verstappen et Hamilton cette année, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est chouette parce que en fait, ce qui fait vivre le sport automobile, c'est les rivalités. Ce qui fait vivre le sport en général, d'ailleurs, c'est les rivalités. Que ce soit Nadal Federer, que ce soit Nadal Djokovic, que ce soit dans d'autres sports. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer bah, le foot, évidemment, les grands derbies. Évidemment, tout ça nourrit le sport parce que ça nourrit une histoire, un storytelling et ça pousse les gens à consommer parce qu'il y a de l'affect là-dedans. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux pilotes qui se battent dans deux écuries différentes. Donc, en fait, il y a deux aspects qui sont vraiment activés au niveau du sport. Et donc c'est génial, c'est incroyable. Après, les tensions qu'il y a entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, elles sont normales. Et j'ai presque envie de dire, elles sont logiques. C'est juste deux champions qui veulent absolument gagner et qui veulent régner sans partage. À partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas s'entendre. C'est pas possible. Tu voyais Verstappen aussi fort cette année? Alors, On sait qu'il a fait deuxième l'année dernière, mais est-ce que tu le voyais à ce ouais, point-là
le titiller? La clé pour moi, c'était plus la voiture. Verstappen, c'est un pilote exceptionnel. Ça, on le sait depuis longtemps. Quand tu arrives en F1 à 17 ans, que tu remportes ton premier Grand Prix pour ta première course chez Red Bull, c'est que tu es fait d'un autre métal. Et c'est un pilote qui a été programmé par son père pour être un champion et pour être champion du monde. Donc ça, je ne suis pas étonné du niveau de Verstappen. Après, sur les dernières saisons, Red Bull avait toujours un petit problème. C'est-à-dire qu'en fin de saison, il comblait l'écart avec Mercedes, quitte à parfois même les dépasser, quitte à aller chercher des victoires à Abu Dhabi, au Mexique, au Brésil. Mais souvent, il commençait à chaque fois la saison avec un petit train de retard. Et donc, sur les 2 tiers de la saison, ils n'étaient pas capables de matcher Mercedes. Et donc, ils n'étaient pas capables de finalement d'aller les titiller pour le titre pilote ou constructeur. Là, la nouvelle cette année, la surprise finalement, c'est que Red Bull est au top dès le début de la saison. Et donc, forcément, oui, ils sont capables d'aller titiller Mercedes. Mais ce n'était pas le cas les années précédentes. Et c'est pour moi l'unique justification du fait que Verstappen est dans le mix et dans le match aujourd'hui pour aller faire tomber entre guillemets Lewis Hamilton, si j'ose dire. Mais Verstappen, il a toujours été absolument exceptionnel derrière le volant et dès qu'il a eu l'occasion de gagner, il l'a fait par le passé. Donc là, tu lui donnes l'outil pour aller décrocher des pole positions, des victoires et des podiums en cascade, il va pas se gêner. Et est-ce que tu trouves que parfois, à quelques moments de la saison, sur cette rivalité, vouloir absolument aller chercher le podium et la victoire pour les deux, est-ce que des fois il y a des limites qui ont été franchies? Oui, de temps en temps, il y a des limites qui sont franchies, mais ça, c'est le, ça, c'est le, ça, c'est le- ouais, c'est le sport, c'est le sport. Les mecs, comme on dit en anglais, quand ils sont side by side, côte à côte, et que les mecs ils passent la moitié du tour côte à côte, tu sais qu'à un moment ça va pas le faire en fait, parce que c'est juste que ça marche pas quoi. C'est physique quoi. Donc oui, il y a eu des moments où il y a eu en effet quelques échauffourées, quelques accrochages en piste. Mais à chaque fois qu'il y a eu des luttes, à l'époque quand Vettel se battait avec Weber pour le titre ou plutôt l'inversement, en Turquie ils se sont accrochés, Senna et Prost ils se sont accrochés 2 années de suite à Suzuka, Schumacher il s'est accroché avec Villeneuve, tu vois, Rosberg il s'est accroché en 2016 avec Hamilton, ça fait partie du sport automobile quand 2 pilotes se battent pour le titre suprême. C'est classique, ça fait partie inhérente du process complet de comment je vais chercher le titre de champion du monde quand il y a un pilote qui est très proche quoi. Je rebondis sur ce que Gaspard disait et toi. C'est intéressant parce que moi, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je trouve que cette année, alors peut-être que toi, bon, vu que t'as regardé plus de Grands Prix, notamment auparavant, euh, tu pourras peut-être dire le contraire, mais moi je trouve que cette année, il y a quand même une barrière qui a été franchie. Euh, il y a quand même une tension qu'on a rarement vue, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais t'as vraiment l'impression que les deux ils sont à rien pas de se battre, mais en tout cas, ils sont pas loin de se rentrer dedans, quoi. Il y a eu l'exemple à Silverstone et puis il y a aussi l'accrochage à Monza là, où ils se sont Bien montés l'un sûr. sur l'autre. Mmh. Ouais, il y a une tension forcément, mais parce qu'il y a de l'enjeu, parce que la Formule 1 c'est le pinacle du sport automobile. Enfin, c'est logique, c'est normal qu'il y ait cette tension-là. Après, est-ce que la limite elle a été franchie? Ça, c'est difficile de juger. Ouais, le sport automobile c'est dangereux. Ouais, oui, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. En fait, c'est clair que quand tu te touches à 300 km/h et que tu te retrouves à percuter le mur de pneus à 260, ouais, ça fait pas du bien. C'est sûr, c'est dangereux le sport auto, mais ça a toujours été comme ça. Et ça le sera toujours. Donc, même si la sécurité a globalement progressé dans des proportions qui sont hallucinantes dans le bon sens du terme. Mais oui, pour moi, oui, il y a de la tension, mais est-ce qu'il y en a moins ou plus que lors d'un classico Barça-Real Madrid? Je sais pas. J'ai pas l'impression. Et pourtant, sur un terrain de foot, tu prends quand même un peu moins de risques, quoi. Ouais. Euh, Moi, si on résume un peu cette année, euh, je trouve que au-delà du duel en piste, il y a également ce duel hors piste euh, entre Horner et Toto Wolff. T'as vraiment l'impression que tu vois, tu parlais du derby Real Barça. J'ai l'impression que là, il y a quand même c'est un peu la même chose entre Mercedes et Red Bull. C'est-à-dire que on l'a vu en conférence de presse, on l'a vu dans les paddocks. C'est vraiment l'écurie contre une autre et pas simplement Lewis Hamilton contre Max Verstappen.
Je sais pas comment toi qui a été au bord des tracks pendant plusieurs années, tu vois ça cette année entre ces deux écuries. Bah, c'est normal, la lutte, elle est intense. La lutte, elle est à tous les grands prix. Et la Formule 1, c'est aussi un sport politique, avec un jeu de pouvoir. Donc c'est normal d'avoir Mercedes et Toto Wolff qui essayent d'influencer la FIA. C'est normal d'avoir Christian Horner et Red Bull essayer d'influencer la FIA de leur côté. Surtout quand il y a des actions qui sont litigieuses en piste, parce que parfois c'est difficile de juger une action. Donc il faut y aller de son influence, il faut y aller de ses arguments, il faut... Voilà, quand on a Mercedes qui dit à Michael Massey je vais t'envoyer un document pour que tu regardes, tu essayes d'influencer les gens. Tu essaies de leur dire regarde la façon dont ça s'est passé. Moi, je donne mon point de vue. Je pense que la pénalité, il faut la donner à Max. Et puis Red Bull, ils vont faire pareil de l'autre côté. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est un jeu de pouvoir. C'est un jeu d'influence sur la piste, comme tu l'as dit, hors piste, comme tu l'as dit. Et quand la lutte, elle est à ce point-là, à couteau tiré, en effet, elle emmène les écuries avec. Verstappen et Hamilton emmènent leur écurie dans le combat. Et c'est pour ça qu'il est si beau. C'est que tu as un combat à tous les étages. Dans les déclarations, dans le pilotage, évidemment, dans la stratégie, dans l'influence, qui est le bon, qui est le mauvais. Il y a un peu cette idée-là. Et il faut savoir que quand tu gagnes autant que Mercedes, tu n'as plus envie de perdre, en fait. Tu sais plus ce que ça fait de C'est perdre. devenu la norme de gagner pour eux. Voilà, et tu veux pas savoir ce que ça fait. Donc oui, forcément, ouais, il y a beaucoup de tension. Hein. Je rebondis, c'est très intéressant. Je sais pas si vous l'avez vu cette interview de Horner au micro de Jean Alesi qui disait je pense que Mercedes ne s'attendait pas à ce qu'on les je reprends ces termes, à ce qu'on les emmerde aussi longtemps et de cette manière, c'est-à-dire à ce qu'ils tiennent autant. Est-ce que ce serait un désastre pour Mercedes de ne pas remporter le titre de constructeur, mais également le titre de champion de pilote avec Hamilton? Alors, un désastre, je pense pas, parce que quand tu finis deuxième, et puis à un moment, tu sais, quand tu es au sommet de la montagne, tu peux faire qu'une chose, hein, c'est redescendre. Donc, eux, ça fait quand même longtemps qu'ils sont au sommet de la montagne. Ça fait quand même depuis 2016, si tu veux, depuis 2014, pardon, qui prennent absolument tout et qui raflent tout sur leur passage. Ils ont battu tous les records et compagnie. Donc, un coup d'arrêt, ouais. Un désastre, non. Ça peut arriver de perdre. Hein. Quand tu t'engages dans un sport, c'est binaire. Hein. Soit tu gagnes, soit tu perds. En tout cas, en Formule 1. Et tous ceux qui sont pas premiers, ils perdent. Donc oui, potentiellement, oui, ce sera un coup d'arrêt, forcément, parce que leur série, elle a commencé en 2014 et que jusqu'en 2021, à chaque fois, ils ont gagné titre pilote et titre constructeur. Est-ce que ce sera le cas cette année? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce sera un coup d'arrêt. Mais un désastre, non. C'est pas comme s'ils étaient 9e au classement constructeur. Ça, c'est un désastre, oui. Gaspard? Ouais, moi j'avais une autre question aussi. Peut-être avant de passer à la suite du podcast. Est-ce que pour toi, il y a un moment dans la saison qui a été un tournant, entre guillemets? Parce que Hamilton a commencé en tête, ensuite il s'est fait rattraper un peu par Max, et ensuite après c'était les marches d'escalier, ça suivait, ça suivait, ça suivait. Mais est-ce que selon toi, il y a un moment, un Grand Prix qui a été décisif et qui a un peu fait basculer la saison? Ah, il y en a plusieurs, c'est difficile d'en choisir un, mais le Brésil, par exemple, c'est quand même un grand moment parce que Lewis part dernier et il arrive à gagner, tu vois. Et moralement, c'est fort. Dans le message, c'est fort que tu transmets aux adversaires, mais que tu transmets aussi à tes équipes. Tu vas rien lâcher. Et Tu vas puis rien lâcher, tu vois. avec les pénalités, le changement de Voilà, il y a eu aussi, toute une dramaturgie. Il y a eu toute une dramaturgie autour de ce Grand Prix complètement hallucinante. Toto Wolff qui regarde la caméra et qui, en pointant du doigt, ça c'était Oui, une voilà. mouche forte, ça. Exactement. Après, dans l'escalade des tensions, pour moi, Silverstone est très fort aussi. Ouais. Parce que c'est le premier moment où il s'accroche. Vraiment, je parle vraiment. Il s'était déjà accroché à Imola un petit peu. Mais ouais, ça c'est un moment très très fort. Mais après, tu vois, si Lewis est champion, on pourra dire que la Hongrie, c'était un tournant. Parce que Bottas, il fait chamboule tout au départ et Max abandonne. On pourra dire que Bakou, c'est un tournant. Parce qu'il va gagner la course et finalement il crève et il prend pas les 25 points de la victoire. On pourra dire que, je sais pas, que Imola, c'est un tournant. Parce qu'en fait, Imola, au moment où Lewis se met dans le bac à gravier, derrière safety car, alors qu'il est à un tour et ça le remet dans le tour. Donc en fait, si tu veux, tu as autant d'éléments. Cette saison, elle est tellement serrée, elle est tellement incroyable et il s'est tellement passé de choses à chaque fois, à chaque course qui a été disputée, que
tout ont apporté leur ingrédient à cette saison qui, au global, est absolument exceptionnelle. Mais je pense que mentalement, moralement et dans le message adressé, je pense que le Brésil, c'est vraiment un moment très très fort. Parce que tu te dis, Hamilton, il va perdre le titre au Brésil. Il va le perdre. Et en fait, non. Complètement incroyable, il inverse la tendance. Alors que tu n'aurais jamais cru qu'il allait l'inverser. Ça, c'est très fort. Ouais, c'est vrai que pour moi c'est vrai que pour moi Silverstone c'est le début des échauffourées entre guillemets, c'est le début de c'est là où pour moi naît la tension mais t'as raison de souligner le Grand Prix du Brésil où je pense qu'à part lui personne mais même lui je pense qu'il y croyait pas en fait. Je pense que je sais pas ce que t'en penses toi qui maintenant qui est chez Alpine et quand t'es au bord des circuits, quelqu'un qui part 20e, enfin, il se dit honnêtement même malgré le fait qu'il a une mentalité de champion et que on dit souvent que c'est des machines, c'est 20 pilotes, mais quand tu pars 20e, honnêtement, tu te dis pas que tu peux aller remporter le Grand Prix, non? Bah si, c'est ça qui fait qu'ils sont différents. C'est qu'en fait, ils ont beau avoir tous les éléments contre eux, ils se diront, je vais gagner la course. Et parce qu'en fait, ils croient d'une façon presque démesurée en eux-mêmes. Mais c'est la raison pour laquelle ils sont arrivés là. Tu fais pas 7 titres de champion du monde, plus de 100 victoires en Grand Prix, plus de 100 pole positions en Grand Prix, un nombre de podiums absolument incalculable, sans être persuadé que tu es le meilleur. Ils sont persuadés d'être les meilleurs. Persuadés qu'ils n'ont aucune limite. Et qu'ils sont capables de transformer une situation extrêmement difficile en situation favorable pour eux. Et il en a jamais douté, Lewis, qu'il pouvait gagner la course. Jamais. C'est ça qui est... Ouais. Ils sont faits d'un autre métal et c'est la raison pour laquelle nous, on les regarde et eux, ils conduisent. Ouais. C'est peut-être ce qui fait aussi la caractéristique pardon, d'un grand champion. C'est que si tu te dis pas que tu vas gagner, c'est que tu gagneras jamais, quoi. Bah, y en a qui sont excellents, tout sport confondu, mais qui n'ont pas cette mentalité-là. Et c'est pour ça que ils font une carrière qui est pas mal, mais moins bonne. Je pense que Sergio Ramos, quand il commence un classico et que tu lui dis vous aurez un rouge au bout d'un quart d'heure, ça va être galère, il va dire non, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution et puis on va aller gagner le match. C'est pour ça que le mec, il a marqué plus de 100 buts dans sa carrière alors qu'il est défenseur central. Parce que les mecs, ils ont une confiance en eux, mais de dingue. Mais parce que c'est les top joueurs, parce que c'est les meilleurs, parce que tu crois que Teddy Riner, quand il rentre sur un tatami, il se dit je vais peut-être perdre. Mais jamais de la vie. Mais jamais ça lui traverse l'esprit. Jamais. Jamais. Et c'est pour ça que la défaite leur fait mal. C'est parce que dans leur spectre, ils ne l'imaginent jamais. Mais je trouve ça hyper intéressant. Je rebondis sur quand tu dis les mecs qui pensent qu'ils vont jamais perdre, etc. Je vois en cette phrase, je vois pour moi, il y a un mot qui ressort, c'est l'ego. Quand tu disais les mecs, peut-être que des fois ils se surestiment, mais c'est ce qui fait leur caractéristique. Il y a de l'ego dans chaque virage où ils n'ont pas envie de se faire dépasser, ils sont prêts à tout, comme tu disais en début de podcast. Est-ce que des fois ça va pas trop loin? Est-ce que des fois ils dépassent pas les limites? Eux, je pense c'est quand, je sais pas si tu es d'accord, Gaspard, avec moi. Gaspard adore regarder les interviews d'après course et on les regarde ensemble et on se dit que jamais aucun, mais je sais même, c'est factuel, jamais aucun n'avouera qu'il a entre Lewis Hamilton et Verstappen, je parle pour cette année, que c'est lui qui a fauté. Que ce soit, comme tu l'as dit, en Hongrie quand ils se montent dessus, que ce soit à Silverstone, pour eux, ils sont prêts vraiment à tout, quoi. Il y a cet ego, j'ai l'impression, dans les virages, dans les chicanes, dans les vitesses de pointe, dans les DRS, etc., où les mecs sont prêts littéralement à tout. Est-ce que toi, tu l'as ressenti dans les paddocks et au bord des circuits? Je sais pas s'ils sont prêts à tout, mais en tout cas, ils vont se donner les moyens. Je pense pas que Lewis soit prêt à dégommer Verstappen pour être champion. En l'occurrence, là, il le pourrait pas, mais je sais pas s'ils sont prêts à tout, mais en tout cas, ils ont tellement confiance en eux, en leur capacité, en leur arme qu'ils ont entre les mains, en leur savoir-faire, en leur presque expertise de ce sport-là, que ouais, ils doutent pas beaucoup, quoi. Faut savoir que quand même, c'est des mecs qui gagnent depuis qu'ils sont jeunes. Ouais, Lewis Hamilton, il a passé sa vie à gagner. Ouais. Sa vie à gagner, il a toujours tout gagné. Lewis Hamilton, depuis qu'il est en Formule 1, il n'y a pas une année où il n'a pas remporté au moins un Grand Prix.
Il y a des pilotes qui font 150 Grands Prix, 180 Grands Prix dans leur carrière, ils ne montent jamais sur le podium. Donc oui, il y a la voiture, oui, il y a tout ça, mais il y a aussi le mindset de ces types-là. Et puis juste pour rebondir sur pardon, excuse-moi, pour rebondir sur ce que disait Maxime sur il n'y en a jamais un qui avouera qu'il a un peu moins bon que l'autre, etc. En même temps, des fois, sur certaines interviews d'après-course, par exemple, à un moment quand on était dans la période de la saison où Verstappen était irrattrapable, des fois, tu avais Hamilton à la fin qui disait bah, c'était trop rapide, quoi, on pouvait rien faire. Tu vois, des fois, il y avait Oui. aussi une sorte de fatalité. Des fois, il dit bah, Oui. on était moins Mais fort. ça, c'est pas de sa faute. Ça, c'est parce que la voiture qu'il a entre les mains ne lui permet pas d'aller chercher la victoire. Mais c'est vrai que c'est une grosse différence. Mais les pilotes sont et les sportifs de haut niveau sont d'une mauvaise foi crasse. Hein. C'est jamais de leur faute. Hein. C'est comme ça. Sauf Leclerc qui est un peu différent, qui peut reconnaître. Mais politiquement, c'est s'affaiblir. Demain, dans la course à la présidentielle, si Anne Hidalgo, elle dit oui, lui, il a un peu raison, c'est s'affaiblir. Donc non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et en plus, Verstappen a un gros caractère comme Hamilton. Donc oui, c'est des gars qui ont des égos. Donc oui. On l'a bien vu cette année. Après, il se respecte en tant que pilote. Hein. Il faut savoir que Lewis Hamilton a énormément de respect pour Max Verstappen et pour ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli déjà en Formule 1 et inversement. Si tu demandes à Max Verstappen est-ce que Lewis est un bon pilote, il va te dire oui, c'est un excellent pilote. Si tu demandes à Max Verstappen si Lewis Hamilton est meilleur que lui, il va te dire non, je suis meilleur que lui. C'est un peu différent. Un petit truc rapidement, juste une petite statistique sur laquelle je suis tombé ce matin. À l'âge de 23 ans, Hamilton, il avait gagné 9 courses et Verstappen 17, si on regarde un peu dans les catégories de... Mais Lewis Hamilton est arrivé en F1 plus tard que Verstappen, puisque Verstappen, il est arrivé, il avait 17 ans. Après, est-ce que Verstappen aura la même carrière que Lewis Hamilton ? J'en sais rien. Parce que pour le coup, à l'âge d'Hamilton, à l'âge de Verstappen, Hamilton avait, je crois, déjà remporté au moins un titre. Ouais, en 2008. Son premier. Et il aurait pu gagner dès 2007 d'ailleurs. Bac à gravier. Ouais, bac à gravier, mauvaise gestion de la part de McLaren, ambiance dans l'écurie, mauvaise entente entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Bref, ils ont perdu. McLaren cette année-là a perdu un titre qu'il n'aurait jamais dû perdre. Je voulais rebondir encore une fois sur cette année-là. Quel rôle est-ce que pour toi ils ont été primordiaux les seconds, c'est-à-dire Pérez et Bottas? Quel rôle ils jouent pour toi? Bien sûr, c'est des rôles de bouclier, c'est des rôles de... C'est ça. C'est très important d'avoir un très bon deuxième pilote avec soi parce que ça permet de couvrir des stratégies, ça permet de tenter aussi d'autres stratégies de temps en temps. Bien sûr que le deuxième pilote est clé dans une écurie. Et en ça, Lewis Hamilton est très très bien aidé par Bottas. Il en est très reconnaissant d'ailleurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il le reconnaît. Hein. Mais quand tu es 1 contre 2, les autres ils peuvent faire 2 stratégies, toi tu peux en faire qu'une. Et si par exemple il y en a un qui tente l'undercut, bah, soit tu le suis, et l'autre il fait l'overcut, et où tu le suis lui. Mais tu peux pas suivre les deux, tu peux pas couvrir les 2 stratégies. Donc normalement dans ces deux-là il y en a une qui est bonne, puisque c'est soit l'une soit l'autre. Donc voilà, c'est 50-50 quoi. Mais bien sûr qu'ils sont primordiaux les deuxièmes pilotes. Schumacher a fait la carrière qu'il a faite aussi grâce à Barrichello, hein, faut pas croire. Hein. En tout cas chez Ferrari. Ouais, et Michael Jordan grâce à Pitman. Exactement. Ouais. Et il y a certaines écuries aussi qui assument clairement le statut numéro 1, statut numéro 2, d'autres qui sont un peu plus qui disent on n'a pas de pilote numéro 1. Chez Alpine, est-ce qu'il y a un pilote numéro 1, un pilote numéro 2? Ah non, aucun. Non. Absolument pas. Non, les deux pilotes sont traités exactement de la même façon et d'ailleurs ça se voit plutôt au championnat parce qu'ils sont très proches tous les deux. Donc non, il n'y a pas de... Non. Ben non, parce qu'en fait, pour avoir un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2, il faut que les performances entre les deux pilotes soient radicalement différentes. Style Verstappen-Perez, style Hamilton Bottas, style Gasly-Tsunoda. Mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Parce que par exemple,
je fais le parallèle, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Je fais le parallèle avec le football, par exemple, au poste de gardien, il faut toujours avoir un numéro un et un numéro 2. Ça a toujours été considéré comme une bonne stratégie. Est-ce que tu penses que c'est faisable en faire je sais pas, bah, c'est le cas chez Alpine. Est-ce que tu penses que c'est faisable d'avoir deux pilotes de niveau similaire? Je pense un peu à, ça me fait penser un peu à Charles Leclerc et à Sébastien Vettel quand Charles signe chez Ferrari, où les deux se rentrent un peu dedans, notamment par la voix de la radio, où bah, on a l'impression qu'ils s'embrouillent parce qu'ils ont le même niveau et des fois il y en a un qui est meilleur que l'autre et après inversement. C'est possible ou pas, honnêtement, concrètement, d'avoir deux pilotes de niveau égal? Oui, bah après, c'est pas sans tension dans l'écurie, mais puisqu'on se rappelle de Rosberg Hamilton. Mais après, cette histoire de numéro 1, numéro 2 pour les gardiens de but notamment, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup évolué. Tu prends le Paris Saint-Germain aujourd'hui, il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 2. Est-ce que Navas va être sanctionné pour les erreurs qu'il a faites récemment? J'en sais rien, peut-être d'ailleurs. Mais, euh, mais tu prends le Real à la grande époque de la Ligue des Champions, Navas, il jouait que la Ligue des Champions quand ils ont gagné leurs 3 campagnes. Il jouait quasiment que la Ligue des Champions. À l'époque du PSG, alors ça a moins réussi, Buffon avec Trapp, bon, c'était un peu bizarre, si mes souvenirs sont bons, Mais mais Cariola, ouais, c'est vrai que c'était compliqué. ouais, c'était un peu bizarre, non, moi je pense que, regarde, à la fin, tant que tu remportes le titre constructeur, ça marche. Rosberg Hamilton, ça a marché, Senna, Prost, ça a fonctionné également. Est-ce que Pérez, en parlant de ça, je rebondis, est-ce que Pérez, dimanche dernier, n'a pas fait perdre le titre constructeur? Ouais, mais Perez, il n'y peut pas grand-chose, hein. Ouais, mais Enfin, bon. il peut rien, quoi. S'il se fait shooter, malheureusement, tu vois, c'est un peu comme dire à Mazepin, tu vois, il peut rien faire, quoi. Enfin, il y a un moment, les murs sont juste à côté, il se fait shooter, c'est dur, quoi, parfois, quand même. Ouais. C'est difficile de tirer à boulet rouge sur certains pilotes de temps en temps, parce que, Non, mais bien sûr, mais est-ce que le fait de l'abandon de Pérez n'a pas fait perdre ah, le titre? peut-être, ouais, bah oui, oui, peut-être. Oui, peut-être, c'est sûr. Et Ça, c'est- on en parlait avec Gaspard en début de semaine. Comment tu le trouves, toi, ce Grand Prix, ce circuit, pardon, de dimanche dernier là-bas? Bah, c'est particulier, c'est un circuit en ville, ça va très vite. Écoute, je trouve que c'est assez dangereux. Il y a beaucoup de virages à l'aveugle, très difficile de doubler parce que le premier secteur est assez sinueux. En tout cas, tu as du mal à rester collé à la monoplace qui te précède à cause des perturbations aéro. Écoute, voilà, c'est un nouveau circuit au calendrier. Faut laisser sa chance au produit. Je pense que tu juges pas en une saison. Bakou, on a dit au tout début, c'est nul. Après, il y a eu des courses de dingue, donc on a dit c'est incroyable. Et après, il y a eu des courses moins intéressantes, donc on a redit que c'était nul. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est plus compliqué que ça, parce que demain, tu peux faire le meilleur tracé du monde. Si les voitures sont très espacées en termes de performance, bah, tu vas dire que le circuit est nul. Alors qu'en fait, pas du tout. En qualification, c'était hyper impressionnant. C'était hyper. Enfin, c'était fou, quoi. C'était fou. Les vitesses de passage sont folles. Mais faut voir. En Arabie Saoudite, faut voir. Gaspard? Et- Ouais, Maxime, dis-moi ce que tu en penses. J'ai une dernière question, et puis après, on peut peut-être passer aux Ok, questions-réponses de sur la fin. Du coup, Allez, paf. ça me va. Du coup, ouais, juste une dernière question. Quand même, est-ce que selon toi, on peut comparer la rivalité Verstappen-Hamilton à d'autres grandes rivalités de la F1 comme Prost-Senna, Ferrari-Villeneuve, ou pour toi, ça n'a pas de sens? Ou même Rosberg-Hamilton. Ouais, on peut toujours comparer. Après, les grilles de lecture sont différentes parce que les époques sont différentes. Là où je trouve qu'on peut comparer Verstappen-Hamilton à Prost-Senna, c'est sur la tension. C'est-à-dire qu'en effet, tout le monde est pendu à sa télé et on attend de voir ce qui va se passer. Et à l'époque, c'était ça aussi avec Senna et Prost. Qui va faire la pole? Qui va gagner la course? Chaque week-end, tu sais pas. Tu as cette incertitude. Et tu sais que de toute façon, ces deux pilotes sont tellement au-dessus du lot que dans tous les cas, ça se jouera entre les deux. Donc ça, oui. Après, les époques sont tellement différentes que voilà, à l'époque, il y avait plus de choix stratégiques, il y avait du refueling, tu pouvais mettre des pneus durs à l'avant et des pneus soft à l'arrière ou inversement, tu pouvais mixer, tu pouvais croiser aussi. Enfin, la F1 d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qu'a connue Alain Prost dans les années 80-90. Comme la F1 que Fernando Alonso a connue au début des années 2000 chez Minardi n'a rien à voir avec celle qu'il connaît aujourd'hui.
même s'il a toujours autant de succès. Donc comparer, oui, la tension, oui, le niveau de pilotage, sûrement, parce qu'ils sont tous les deux au sommet de leur art. Après, les personnalités sont différentes. Déjà, en 89, Alain Prost et Senna sont dans la même écurie, ce qui n'est jamais arrivé quand même pour Hamilton et Verstappen. Après, en 90, c'est différent. Ça, c'est vrai. Mais oui, en 90, oui, je crois que c'est différent. Il faudra que je revérifie. Mais bon, voilà, oui, il y a de la tension. Oui, c'est comparable à ce niveau-là. Après, sur le pilotage, tout ça, je me garderai bien de faire des comparaisons parce que vraiment, on est dans des époques qui sont radicalement différentes. Enfin, Prost, Senna, c'était il y a 30 ans quand même. En 30 ans, la F1 a bien évolué. Euh, J'avais une dernière question, moi, une toute petite question. On en parlait, Lucas, auparavant. Est-ce que tu penses que ça peut mal finir entre Max Verstappen et Hamilton pour conclure dimanche prochain? Mal finir, qu'est-ce que ça veut dire, mal finir? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir, ils peuvent se rentrer dedans? Oui, ils peuvent se rentrer dedans. Ils se sont déjà rentrés dedans plusieurs fois cette année. Donc oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Ce serait dommage, mais ce serait possible, oui. J'ai vu que Esteban disait ça en interview, je crois, aujourd'hui ou hier. Je Ouais, sais plus. il allait gagner 2 places, du coup. Ouais, c'est ça. Que du coup, Ah ça ouais. va être bon pour lui parce qu'il allait gagner 2 places au premier virage. Ah oui, c'est sûr, mais c'est possible. Oui, bien sûr que c'est possible. Tout est possible dans le sport auto. Hein. Tu sais, il y a même des voitures 24 heures du Mans qui ont fait des loopings. Hein. Donc si tu veux, tout est possible. Après, ce serait un peu dommage, mais c'est sûr qu'on espère tous voir, en tant que fan de Formule 1, un des pilotes dépasser l'autre au dernier virage du dernier Grand Prix de la saison. Tu vois, ce serait fou. Hmm. C'est tellement dommage d'ailleurs, je rebondis là-dessus vraiment, que les caméras se soient pas attardées au dernier tour sur Bottas et Ocon parce que c'était vraiment une lutte quand même qui était vraiment. Oui, mais tu peux pas, contractuellement, tu peux pas. Tu es obligé de montrer les 3 premiers qui passent la ligne. Ah, C'est obligatoire. Ça, c'est les normes de diffusion. d'accord, ok, bah je savais pas. Donc entre guillemets, ils ont respecté. Ouais, ils sont obligés. Ils sont obligés, même s'il y a une bataille derrière. Alors, bataille pour le titre, peut-être pas. Mais bataille, oui. Ça, t'es obligé. Enfin, Ok. bataille Gaspard, classique. Ouais. est-ce que Du coup, si t'as. ça te va, Lucas, on a prévu juste pour conclure, un petit question-réponse c'est juste en gros, si tu préfères ou tu préfères, et puis Mhm. tu nous expliques ton choix en une phrase ou deux, et puis Ok, ça s'enchaîne un peu du tac au tac. pas de problème. Aucun souci. Tu commences, Max? Vas-y. Ton prono pour dimanche? Hamilton pour un 8e titre. Je pense qu'il a une voiture qui est vraiment sur la pente ascendante et j'ai l'impression que Red Bull est un petit peu en train de tirer la langue. Ok. Weber ou Button? Difficile. Deux pilotes qui ont la classe, mais je dirais plus Button pour le lien avec son père, c'était beau à voir quand même. Ocon ou Gasly? Je réponds pas à cette question. McLaren ou Alpha Tauri? Oh, je dirais McLaren quand même pour l'histoire. Piste sèche ou détrempée? Sèche pour la vitesse de passage en courbe, détrempé pour le spectacle, mais une piste sèche c'est quand même plus sympa. V10 ou moteur actuel? C'est tellement dur comme question. Aujourd'hui, on peut plus utiliser Le le but. V10. Mais non, les moteurs actuels sont tellement exceptionnels en termes d'efficacité. Je dirais moteur actuel, il faut pas aller contre le sens de l'histoire. Ton idole de jeunesse en Formule 1? Schumacher ou Alonso, mais ouais, les deux, mais voilà, un petit faible pour Alonso quand même. Il est là, regardez, d'ailleurs. C'est bien ce casque? Ouais, c'est lui. Hein. Le Telefonica, bien sûr. C'est lui qui t'a donné envie? C'est lui qui- Les couleurs de Renault, elles étaient magnifiques. Ouais, on en parlait avec Gaspard en préparant le podcast. C'était quand Ouais, même sacrément beau quand même, hein. c'est bon. Le pilote qui mérite le plus de ne plus être en F1 l'année prochaine? Ils méritent tous d'être là s'ils sont là. Mais Raikkonen, il est trop vieux, quoi. Ouais. Bah, ça tombe bien, il sera plus là. Voilà, ouais, il a fait son temps quand même. Ok. Et enfin, toi personnellement, t'es plutôt Max ou Lewis? Je suis plutôt Max. Mais Plutôt Max parce que j'aime bien la fougue du type, j'aime bien le fighting spirit, j'aime bien le côté qui ne lâche rien, j'aime bien le mec, j'aime bien son anticonformisme, j'aime bien son talent tout simplement et enfin on a un gars qui est capable d'aller concurrencer Lewis Hamilton et ouais, peut-être plus Max
Lewis a trop gagné, il faut qu'il laisse sa place. Ah, c'est l'argument que tout le monde sort, ça. Hein. Mais Lewis, Lewis est exceptionnel. Enfin, Lewis, il y a rien à dire. Plus de 100 pôles, plus de 100 victoires. Enfin, c'est juste phénoménal. Mais ouais, pour le renouvellement, peut-être plus Max. Et peut-être parce qu'en termes de caractère, je suis peut-être un petit peu plus proche de Max. Donc c'est la raison pour laquelle je m'identifie un petit peu plus à Max qu'à Lewis. Bon bah merci Lucas, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi de nous avoir donné plein d'infos et puis surtout ton point de vue à toi. C'est ce qu'on voulait à travers ce premier épisode d'Arrêt au stand. Ton avis d'ancien grand reporter au plus près des circuits, au plus près des pilotes. Gaspard, toi ça a été, t'en as pensé quoi un peu en quelques mots? Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci à toi, Lucas, encore une fois. Parce que malgré tout, on a parlé presque 50 minutes. J'ai pas vu le temps passer, j'ai appris plein de choses. Donc, top, trop cool, merci. Ouais, merci à vous également qui nous avez écoutés pour ce premier épisode d'Arrêt au stand. On espère que ce sera le premier d'une longue série. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ce dimanche, évidemment, Gaspard. Et oui, c'est allumer votre télé, vous mettre dans votre canapé, monter le volume et vous rendre au dernier virage. Merci à tous. Allez, ciao les gars.